Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les différentes applications de l'énergie solaire. Vous pourrez poser des questions pendant le webinaire via le chat. Vous pourrez recevoir le support pour les inscrits et la vidéo sera disponible en replay sur notre page YouTube. Je m'appelle Stéphanie Héron, je travaille à l'association Solaire en Or et je suis avec Étienne Vaudet, mon collègue. On est tous les deux chargés de mission énergie solaire à l'association. Et on va donc vous expliquer les différentes applications de l'énergie solaire. Pour commencer, une petite présentation rapide de l'association. On est une association qui fait la promotion de l'énergie solaire dans toute la région Hauts-de-France et on agit dans toute la région Hauts-de-France. On fait de l'accompagnement au niveau individuel ou collectif, mais aussi un centre de ressources. Et voilà, et on accompagne différents projets. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet les actualités ou vous inscrire à notre newsletter pour connaître nos actions. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires. Celui-là, c'est le premier du cycle. Le deuxième est plutôt consacré aux étapes d'un projet photovoltaïque. Et le troisième, c'est vraiment sur les questions de sobriété et d'énergie solaire. Vous pouvez voir tous les webinaires sur notre page YouTube. Et donc, celui-là, on a un peu un aperçu du contenu du webinaire. D'abord, un des petits rappels sur l'énergie, pour avoir quelques bases pour suivre. Donc, les notions générales sur l'énergie, comment connaître nos besoins et puis quels besoins en énergie on a besoin de satisfaire dans un logement au niveau individuel. Et quelques informations un peu générales sur l'énergie solaire, les différentes applications. On va parler de chauffage solaire, d'électricité solaire, d'eau chaude solaire, de solutions low-tech et aussi de solutions beaucoup plus importantes avec des dimensions carrément industrielles. Et on vous expliquera aussi comment évaluer votre potentiel solaire et les outils qui existent pour adapter au mieux à vos besoins. Je vais prendre la main. Donc, merci Stéphanie pour l'introduction. Donc, Étienne Vaudet, je suis aussi chargé de mission. Pour présenter les applications de l'énergie solaire, il faut avoir en tête déjà c'est quoi l'énergie, comprendre comment on consomme, quelles sont les unités qu'on va utiliser. Donc, au préalable, voilà quelques notions sur l'énergie. On peut parler puissance, on peut parler kilowattheure sur sa facture d'énergie, électricité ou gaz. Qu'est-ce que ça représente? En fait, l'énergie, c'est une puissance pendant une durée. Donc, une puissance, souvent, c'est défini en watts, et c'est une quantité d'énergie par unité de temps. Par exemple, dans l'application de la vie de tous les jours, on a les chevaux vapeur d'une voiture. C'est une notion de puissance. Et donc, si on a un appareil qui a une puissance, par exemple, de 2000 watts, qui va fonctionner pendant 1 heure et consommer de l'énergie donc à hauteur de 2000 watts pendant 1 heure, eh ben, on considère qu'il aura consommé 2000 Wh ou 2 kWh. Donc ça, c'est une unité d'énergie, c'est une quantité finalement. Dans ces unités, on retrouve aussi le joule, la calorie, l'électrovolt. Ça peut aussi être identifié en mètres cubes de gaz sur la facture de gaz. Au lieu d'avoir des kilowattheures, on aura des mètres cubes de gaz. Donc, c'est une quantité d'énergie finalement. Ça peut être une capacité d'une batterie en ampères-heure, en milliampères-heure. Voilà, il y a différents éléments. Et pour l'énergie solaire, on va parler aussi de puissance. Donc, un panneau va avoir une certaine puissance en fonction de sa surface. Et pour l'énergie solaire photovoltaïque, on va parler de puissance crête, donc en watts crête. Et un panneau va aller de 75 à 600 watts crête en fonction de sa taille, pareil. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en Hauts-de-France, c'est des retours d'expérience, 1000 watts crête de panneaux solaires, ça correspond à 5 mètres carrés capteur, et ça va produire chaque année 1000 kWh d'électricité. Donc, c'est comme si les 5 mètres carrés produisaient pendant 1000 heures par an
entre guillemets, sauf qu'en réalité, ça ne va jamais produire le maximum de sa puissance. Ça ne va jamais produire 1000 watts, hein, mais ça dépend de la luminosité et d'autres paramètres. Et donc, avec 1 kWh, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire fonctionner, par exemple, 1 heure de four, on peut faire fonctionner un lave-vaisselle ou une lessive. Voilà, c'est des ordres de grandeur intéressants à avoir en tête pour cette notion d'énergie. Donc, une fois qu'on a fixé la notion d'énergie, on va la relier un peu avec le climat, parce que c'est finalement notre motivation principale au départ, avec deux graphiques qu'on aime bien mettre en lien, avec la question est-ce qu'il y a un lien? Bon, la réponse est assez évidente aujourd'hui, mais depuis 1850, on commence à utiliser de plus en plus d'énergie primaire. Alors là, c'est écrit en GTEP, en gigatonnes d'équivalent pétrole. C'est comme le kilowattheure, mais en version gros. C'est une quantité d'énergie. Et la consommation d'énergie primaire est en constante croissance depuis les années 1950. En parallèle, on regarde les émissions de gaz à effet de serre et de manière assez logique, finalement, elles augmentent aussi de manière croissante. On peut attribuer pour chaque source d'énergie des émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, qui est un gaz à effet de serre. Et la problématique derrière, c'est que s'il y a trop de gaz à effet de serre, l'effet de serre est trop important sur la Terre. Et finalement, ça fait chauffer la planète et on aura après des conséquences diverses et variées, peu souhaitables, mais sur lesquelles on ne va pas rester trop longtemps parce que ce n'est pas le sujet du webinaire. Donc, en termes de consommation d'énergie, dans l'habitat résidentiel, 2/3 de l'énergie consommée, c'est lié au chauffage, globalement. Donc ça, c'est des données de 2021. Issus de l'Observatoire Hauts-de-France. Ce sont des données pour la région Hauts-de-France. On a 2/3 liés au chauffage, 20% c'est l'électricité spécifique, donc ça veut dire les consommations d'électricité qui ne sont pas ce qui est représenté sur le reste du diagramme. Et après, il y a la cuisson et l'eau chaude sanitaire qui représentent environ 6% des consommations moyennes dans un chauffage, dans un foyer, pardon. Donc, en termes d'ordre de grandeur, je vous parlais tout à l'heure du kilowattheure. 10 kWh, c'est l'équivalent à 1 mètre cube de gaz de ville. C'est aussi équivalent à 1 litre d'essence. On peut comparer avec des bûches de bois, par exemple. 0,7 ster de bûche, c'est 1000 kWh. Ça va être aussi 220 kg de granulés, par exemple. Voilà. Donc, il y a quelques ordres de grandeur intéressants là pour comparer les différentes sources d'énergie. Pourquoi est-ce qu'on vous explique tout ça? C'est parce que nous, on présente très fréquemment ce schéma qui est issu de l'association Négawatt, qui est une association qui fait des scénarios de perspectives énergétiques et qui se projette et qui fait un peu des simulations de comment on va vivre en 2050, 2030, en fonction des différents scénarios, et qui met en avant des solutions simples, faciles à mise en œuvre, à mettre en œuvre, et qui passe en premier lieu par ce qu'on appelle la sobriété. Puis on parlera après d'efficacité, et en troisième lieu, dire que on peut compenser les énergies qui étaient primaires et qui émettent du gaz à effet de serre par de la production d'énergie renouvelable, ce qui permettrait du coup d'avoir un mode de vie décent sur le long terme. Donc la sobriété, qu'est-ce que c'est? C'est la priorisation des besoins énergétiques essentiels. Donc, ça veut dire que, par exemple, à l'échelle d'une commune, ça va être éteindre les vitrines des magasins pendant la nuit, par exemple. Donc, la sobriété, ça peut aussi s'appliquer chez soi avec des gestes qu'on va mettre en place, par exemple, baisser la température du chauffage, parce qu'on rappelle que le chauffage, c'est 2/3 de la consommation d'énergie. Et donc, baisser, pas trop, mais de manière à ce que le confort soit toujours aussi bon, pour pouvoir réduire cette consommation. L'efficacité, ça va être, pour un même besoin, on va réduire l'énergie nécessaire à la satisfaction de ce besoin. Donc, par exemple, pour un frigo, on veut garder un frigo à une température fixe de 6 degrés, par exemple. On va utiliser un frigo de classe énergétique A et il va consommer 4 fois moins que si c'était un frigo de classe énergétique G. Ça, c'est de l'efficacité et ça traduit du coup une baisse de la consommation d'énergie, mais le besoin ne change pas. Donc, ce n'est pas pareil que la sobriété où on va changer son besoin et on le priorise. Et enfin, du coup, c'est le développement des énergies renouvelables. En mettant en place des actions de sobriété et d'efficacité, à la maison, on peut réduire de 60 à 80% ses besoins en énergie. Donc voilà, c'est
ça, c'est des informations un peu complémentaires par rapport au webinaire, mais qui permettent de prendre un peu de recul et de se rendre compte que l'énergie, voilà, c'est une démarche globale. Ce n'est pas juste réfléchir à l'énergie solaire, comment on peut la produire. Donc, on va prendre encore plus de recul par rapport à l'énergie et par rapport à l'énergie solaire. Ce petit diagramme à gauche présente tout en haut, le petit cube bleu, c'est la consommation mondiale d'énergie. En quantité d'énergie, on consomme ça chaque année. Tout ce qui est vert, orange et rouge, ça, c'est des réserves. C'est la quantité d'énergie qu'on a en stock sur Terre, qui n'est pas forcément accessible, mais qui est en stock. Donc, voilà. Il y en a quand même pas mal. Le problème, c'est que la prioritaire, la plus grosse, c'est les réserves de charbon, et ça émet énormément de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est d'éviter d'aller puiser dans ces ressources-là. Et en jaune, c'est la quantité d'énergie que reçoit la planète chaque année. Donc, c'est énorme. Heureusement que la planète renvoie la majorité de cette énergie. Mais le problème, c'est que quand on a trop de gaz à effet de serre, on n'arrive pas à renvoyer toute l'énergie qu'on reçoit. Et en fait, ça fait chauffer la planète globalement. Donc, tout ça pour vous expliquer que de l'énergie solaire, c'est quelque chose d'abondant. On en aura toujours. Et c'est vraiment, vraiment largement suffisant par rapport à tous nos besoins. Surtout si on priorise les besoins et qu'on les réduit. L'énergie solaire, ça va avoir un certain rendement. Au niveau de la photosynthèse, par exemple, donc faire pousser les plantes, il y a 0,1% de l'énergie qui est reçue qui va être convertie. C'est le petit carré bleu en bas à droite. Au niveau du photovoltaïque, un panneau photovoltaïque est en mesure de convertir environ 20% de l'énergie reçue en électricité. Et le solaire thermique, on va en parler après, ça convertit 40%. On a une répartition assez variable de l'ensoleillement en France. Voilà, ce n'est pas une nouvelle, mais nous, on travaille sur la région de France et on est quand même convaincus que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas un argument qui peut rester très longtemps avec nous. Effectivement, il y a moins d'ensoleillement en région de France que sur la côte méditerranéenne. Mais on va le voir, ce n'est pas vraiment une raison. Donc, un petit quiz pour démarrer et rentrer derrière dans les applications de l'énergie solaire avec 3 photos. Donc, on vous montre 3 installations solaires. Et d'après vous, laquelle de ces installations permet de produire de l'eau chaude? Alors, est-ce que ça va être la photo A, est-ce que ça va être la photo B ou la photo C? Et j'essaie de mettre le... Je ne retrouve pas le petit sondage. Alors, moi, je l'ai, mais je ne peux pas le soumettre. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, par chat, on va le faire comme ça. Si, ça y est, j'ai trouvé. Publier le sondage. Je le mets. Hein. Ouais, vas-y. Alors, je ne sais pas s'il est là parce que je ne le vois pas encore. Tu as fait publier? Alors, j'ai cliqué sur publier le sondage. Ah, je crois qu'il faut, il faut que je mette soumettre. Oh, non. Non, mais normalement, il est publié là. J'ai trouvé. Ok. C'est bon, je vois les résultats. Hop, donc, laquelle de ces installations pour produire de l'eau chaude? C'est un peu un piège si vous avez répondu la photo A, parce qu'il n'y a pas que celle-là. En fait, la A, c'est effectivement des capteurs de solaire thermique, mais ce n'est pas la seule, il y a aussi la B. La B qui va être un champ de captation des rayons solaires pour chauffer un liquide aussi, mais c'est à une échelle beaucoup plus grande. Pour le coup, la photo C, c'est effectivement de la production d'électricité, ce sont des panneaux photovoltaïques. Alors, vous pouvez le voir, ça se ressemble quand même un peu. Voilà, donc on va vous présenter 3 applications, enfin les applications de l'énergie solaire via 3 systèmes avec des petits logos qui seront représentés sur les différentes diapos. Donc le solaire thermique, le solaire passif ou le solaire photovoltaïque. Et donc pour démarrer, je vais laisser la parole à Stéphanie pour la première partie. Et alors, juste pour info, j'ai des petits problèmes de connexion. Donc, si jamais ça coupe, je me reconnecte dans les quelques secondes qui suivent. C'est assez rapide, mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, j'ai dû me reconnecter tout à l'heure. Et je crois que je ne suis pas la seule. Donc, on y va. En tout cas, pour les personnes qui se retrouvent déconnectées, ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir en replay le webinaire. On va commencer par les solutions pour utiliser l'énergie solaire pour produire de la chaleur. De l'eau, enfin chauffer de l'eau pour du chauffage ou de l'eau chaude, ventiler et rafraîchir.
Pour commencer, quelques principes sur le solaire passif. C'est important de bien comprendre les notions de confort thermique dans un logement pour comprendre l'objectif de toutes ces notions-là de solaire passif. Dans un logement, on va avoir plusieurs choses qui vont influer sur notre confort. On va avoir la température, donc la température du chauffage. Cette température seule, elle ne va pas jouer sur votre ressenti. Ce qui va jouer aussi, c'est la température des parois dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez des parois froides, vous aurez besoin de compenser en chauffant plus pour avoir une température de ressenti qui sera confortable. Il faut avoir en tête que votre température de ressenti, c'est une moyenne entre la température des parois qui vous entourent et la température de l'air. Donc forcément, une maison mal isolée ou qui reçoit peu d'ensoleillement, on aura besoin de compenser en augmentant le chauffage. On a aussi les courants d'air qui vont jouer sur votre confort et bien sûr le taux d'humidité dans le logement. On a, dans un logement, pour avoir un bon confort, on doit penser à la stratégie d'hiver et la stratégie d'été, c'est-à-dire qu'on va favoriser les apports solaires en hiver pour avoir un maximum de chauffage gratuit et apporter du confort, puisque la chaleur directe du soleil va apporter un confort tout de suite. Alors qu'en été, on va plutôt essayer de freiner les apports solaires, notamment côté sud, parce qu'on sait que sinon on va avoir trop chaud dans la maison et enfin voilà, on risque d'avoir des surchauffes et c'est pas confortable. Donc on va essayer de gérer les apports solaires différemment entre l'hiver et l'été. Donc sur le schéma là, on voit une maison avec une petite casquette qui va bloquer le rayonnement solaire en été, mais qui va laisser passer le soleil d'hiver, parce que le soleil d'hiver est plus bas que le soleil d'été. Et aussi, alors ce qu'on voit aussi sur le schéma, bon, rapidement, c'est qu'on voit aussi un mouvement d'air qui vient du nord en été pour rafraîchir. Donc tous ces principes-là, c'est ce qu'on appelle le bioclimatisme. On va se servir en fait de tous les éléments naturels autour du bâtiment pour apporter un bon confort. Donc on va mettre des vitrages plutôt verticaux pour favoriser plutôt des apports d'hiver et pas des apports d'été, puisque le soleil d'été étant plus haut, on va avoir un rayonnement plus vertical et donc des vitrages. Plus le vitrage va être horizontal, plus il va capter le soleil d'été. Donc tout ce qui est fenêtre de toit, etc., ça apporte un inconfort en été. On va utiliser de la végétation pour se protéger l'été quand on aura des vitres verticales. Ça va être assez facile de mettre des plantes grimpantes ou des volets pour limiter les apports solaires à la belle saison. Et au nord, on va privilégier des protections. Alors, on va mettre par exemple des pièces qui vont être ce qu'on appelle des espaces tampons. Donc, tout ce qui est placard, buanderie, garage, stockage, voilà, on va plutôt les mettre au nord dans des pièces qu'on n'a pas besoin de chauffer beaucoup, alors qu'au sud, on va plutôt privilégier les pièces de vie où on a besoin d'ensoleillement et de chaleur. Et on va aussi profiter de la végétation au nord. On peut mettre par exemple des arbres qui vont couper les vents dominants, alors qu'au sud, on va mettre aussi des arbres, mais on va plutôt mettre des arbres qui vont perdre leurs feuilles en hiver pour pouvoir quand même bénéficier du soleil en été. Du soleil en hiver et qui va couper, en fait, les feuilles vont couper le rayonnement solaire d'été. Pour capter l'énergie solaire de manière passive, on a des petits systèmes qui permettent d'apporter, qui sont des solutions pour apporter un supplément au niveau du chauffage. On a le mur-trombe. Donc le mur-trombe, c'est très simple en fait. On va avoir un stockage pour apporter de l'inertie qui va être derrière une vitre. Donc on va avoir un stockage, ça peut être du béton, ça peut être des pierres réfractaires, derrière une vitre. Et le fait que ce matériau soit sombre, il va avoir tendance à capter la chaleur, il va jouer un rôle d'absorbeur, et donc cette chaleur va être restituée ensuite doucement dans le logement, le soir, la nuit, une fois que le soleil sera plus là. Donc on est vraiment sur un système de stockage de chaleur. On a les vitrages pariétodynamiques qui, eux, sont plutôt des systèmes où on va profiter de la circulation d'air entre les vitrages. L'air va se réchauffer avec le soleil et ensuite apporter un air chaud à l'intérieur du bâtiment. Et on a aussi les capteurs solaires à air qui sont des systèmes de panneaux un peu chauffants, on peut dire, qui s'accrochent sur la façade du logement. On a l'air qui circule dedans, qui se réchauffe puisqu'on est encore une fois sur un matériau sombre avec un système d'absorbeur. L'air chaud arrive en haut et passe dans le logement. Et donc, on a l'air froid, l'air du logement qui rentre par en bas, qui ressort par en haut. Et on crée un courant d'air chaud, en fait, au niveau de ce mur-là.
Pour la production d'eau chaude, on va utiliser les panneaux solaires thermiques. Donc, on a vu sur les photos précédentes, le panneau solaire thermique, il est très efficace. En moyenne, on est à peu près à 60% des besoins en eau chaude qui sont couverts en région. On peut aller jusqu'à 30% de chauffage si on a un logement qui est bien isolé, puisqu'on va chauffer à basse température. Et en Hauts-de-France, on estime à peu près à 4 mètres carrés de capteurs nécessaires pour une famille de 4 personnes pour produire l'eau chaude. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quelque chose qui va prendre quand même de l'espace à l'intérieur, puisqu'il va falloir un ballon de stockage qui va être plus gros que d'habitude, puisqu'on va essayer de stocker parfois pour 2-3 jours si on a du soleil et qu'on a une période de jours gris qui suivent. Donc, on va prévoir, par exemple, pour 4 mètres carrés de capteur, un ballon de 300 litres, qui est quand même assez imposant, donc il faut vraiment l'avoir en tête. Et on va aussi essayer de faire en sorte que les capteurs soient le moins loin possible du ballon pour avoir une meilleure efficacité et un meilleur rendement. Et le système auto-vidangeable, vous verrez un petit schéma tout à l'heure, c'est un système en fait qui permet à l'eau, au fluide en fait qui se trouve dans le système de s'écouler dans un réservoir pour éviter d'avoir des surchauffes en été, parce que le problème du solaire thermique, c'est justement le risque de surchauffe en été. Donc voilà, il faut vraiment bien dimensionner l'installation pour surtout pas surdimensionner l'installation, sinon on a du surchauffe en fait. Et ici, les familles de systèmes d'eau solaire thermique. Donc, on a le système à thermosiphon où on va avoir un ballon qui va être situé au-dessus des panneaux. Le principe, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un circulateur, une pompe, etc. On a juste la circulation du fluide qui va se faire naturellement puisque ce qui est plus chaud remonte. Et donc, ça va créer une circulation automatiquement entre le capteur et le ballon. Ensuite, on a des systèmes à circulation forcée. Donc, ceux-là, on va avoir un circulateur qui va s'enclencher et qui va provoquer la circulation du fluide quand il y a un différentiel de température qui est suffisant entre le capteur et le ballon. En fait, on va dire, par exemple, quand il fait 3 degrés de plus dans le capteur et que on veut que ça chauffe le ballon, donc là, ça va se déclencher. Et ça va être paramétré en fonction de la distance entre le capteur et le ballon. Ensuite, on a les systèmes auto-vidangeables, où là, on va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, le fluide, en fait, qui va être, parfois c'est même de l'eau directement, qui va être stocké dans un réservoir. Comme ça, on va éviter que ça... voilà, quand on n'a pas besoin que ça circule pas. Ça protège les capteurs et ça évite d'avoir un système qui consomme de l'énergie aussi. Au niveau des technologies de capteurs, alors les plus courants, ce sont ces deux-là. Donc le premier, le capteur plan vitré, le plus classique, le capteur plat avec une vitre, un absorbeur en dessous. On a le rayonnement solaire qui est capté par l'absorbeur, qui va chauffer directement le fluide qui passe à ce niveau-là dans un réseau de circulation. Et on a en dessous un isolant qui va permettre d'éviter qu'il y ait trop de pertes thermiques par en dessous. Donc là, on est sur des capteurs qui montent largement à plus de 100 degrés en été. D'où l'importance du dimensionnement. Et ensuite, les tubes sous vide, où là, on peut encore plus monter en température, où là, on va avoir un système de vide d'air qui va faire que le tube va être plus isolant, donc qui va continuer à produire de la chaleur, même s'il y a des passages nuageux. Il va avoir des meilleurs résultats en mi-saison. Donc, quand on n'est pas idéalement bien orienté, le tube, c'est quand même un bon compromis pour avoir quand même des bons résultats. Et on a le tube à caloduc qui est juste à côté de la photo des tubes. Ça, c'est un peu particulier, c'est moins courant. C'est un tube où, en fait, on va profiter de l'évaporation d'un fluide pour transmettre de la chaleur à un échangeur. Et là, des capteurs un peu moins courants, mais qui fonctionnent quand même très bien. On a les capteurs qu'on appelle non vitrés. Donc, on a par exemple les moquettes solaires qu'on peut trouver aux abords des piscines. Qui sont, voilà. En fait, c'est des capteurs qui ne vont pas monter à des températures très élevées. On va plutôt les utiliser comme ça pour des besoins où on n'a pas besoin d'avoir des fortes chaleurs. Donc, les piscines. Ou alors, on a aussi le thermoslet, là, qui est un système, en fait, où c'est des tubes qui passent sous des ardoises. Et les ardoises étant sombres, ça permet de chauffer de l'eau.
On ne montera pas à plus de 30 degrés avec ce système, mais ça va permettre de faire déjà un préchauffage de l'eau. Et ensuite, on a les capteurs hybrides thermiques et photovoltaïques, où là, on va avoir un système de capteurs photovoltaïques avec une circulation en dessous de fluide, et on va réussir à préchauffer l'eau encore. Là, on ne montera pas à plus de 50 degrés, donc encore une fois, on est un peu trop juste pour les besoins, pour satisfaire les besoins même à la belle saison, donc on est obligé d'avoir un appoint toute l'année. Ensuite, au niveau des systèmes, on a la possibilité de faire aussi du chauffage. Donc, l'intérêt, en fait, voilà, on peut mettre beaucoup plus de capteurs et puis avoir une production d'eau chaude, surtout à la mi-saison, qui va être quand même assez satisfaisante pour chauffer son logement. Donc, compatible qu'avec des maisons isolées, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, on a plusieurs solutions. On a la solution solaire directe, où là, voilà, on a un ballon de stockage pour l'eau chaude, et puis on a le système qui va alimenter directement au plancher chauffant. Voilà. Et on a ensuite un système indirect, où là, on va avoir une chaudière en fait, qui va faire la pointe. Tout va être relié dans un même ballon. Et là, ensuite, c'est ce ballon qui va alimenter tout le réseau de la maison. Et alors, vous pouvez très bien fabriquer vous-même vos capteurs solaires thermiques. C'est pas impossible. Il y a beaucoup de tutoriels qui existent avec des solutions de récupération, par exemple avec un frigo. Donc, on peut récupérer les grilles qui se trouvent à l'arrière des frigos pour faire circuler un fluide caloporteur dedans et chauffer de l'eau pour produire de l'eau chaude ou du chauffage. Et avec le thermosiphon, c'est encore plus facile parce que le thermosiphon, lui, comme il n'a pas besoin de régulateur, il suffit d'avoir un réservoir, de créer un panneau type capteur plan avec du matériel de récupération. Voilà, c'est simple, il faut du bois, il faut un matériau sombre, une plaque en métallique noire, c'est suffisant, de l'isolant en dessous, une circulation entre les deux, et puis on arrive à chauffer l'eau dans un réservoir assez facilement. Alors, on a parlé de chauffage avec le solaire thermique. On ne vous en parle pas forcément avec le photovoltaïque, parce que le solaire photovoltaïque, lui, il n'est pas du tout compatible pour la production de chauffage. Donc, en fait, on voit ici une courbe de production photovoltaïque et une courbe de consommation. On voit bien la consommation de chauffage en rouge, qui est très importante, surtout en hiver. Là, au moment où la courbe orange, qui est la production photovoltaïque, va être plus faible, alors qu'en été, on va avoir une production photovoltaïque plus élevée et une consommation de chauffage qui va être nulle. Donc, on ne va surtout pas compter sur le photovoltaïque pour produire du chauffage. Pour de l'eau chaude, c'est possible, mais pas pour du chauffage. Et ensuite, on va vous montrer comment cuisiner à l'énergie solaire. On va faire un petit quiz pour commencer. Combien de temps faut-il pour cuire des cookies dans un four solaire? Donc, réponse A, 10 minutes, réponse B, 30 minutes, ou réponse C, 1h30. Je ne sais pas si le sondage est parti. Est-ce qu'il est... Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, effectivement, 30 minutes, c'est la durée que nous, on utilise pour faire cuire des cookies dans un four solaire. Oui, c'est ça. Alors, en effet, par temps ultra gris, ça peut être beaucoup plus long. Mais normalement, de toute façon, on utilise le four solaire surtout quand il fait beau. Et avec un beau soleil, vraiment, en 30 minutes, il n'y a aucun problème. Les cookies sont cuits, à condition de préchauffer le four solaire aussi avant. Ici, vous avez des photos de différents types de cuiseurs solaires. Donc, rapidement, on a les cuiseurs type boîte, qui sont plutôt des caisses isolées avec une vitre au-dessus. On a les systèmes à parabole, qui vont avoir où on va utiliser en fait la concentration du rayonnement solaire pour
créer en fait une concentration de chaleur. Et on va avoir des systèmes aussi qui vont un peu utiliser les deux. Donc, on a par exemple le système de réflecteur avec une casserole enfermée dans un sac plastique qui est posé au milieu. Où on peut avoir aussi le four, là, où on a un tube à l'horizontale avec un système de concentration en plus autour qui va augmenter la puissance au niveau du tube. Ici, quelques retours d'expérience. On utilise beaucoup les cuiseurs solaires chez Solaire en Or. On fait même des achats groupés et on partage nos retours d'expérience. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a ici quelques exemples en septembre, en juin, en mars. C'est vrai que nous, cette année, dès début mars, on a pu utiliser les cuiseurs solaires. Et là, on les utilise encore. Donc, voilà. Vous avez ici des exemples d'utilisation. Donc, on peut stériliser des aliments, on peut cuire des gâteaux, on peut cuire de la viande. Voilà. On voit les températures. On monte à 170 degrés avec le système de tube. C'est celui où on a les puissances les plus, enfin, les températures les plus importantes. Et après, pour les fourtis boîtes, ce qu'on constate, c'est que plus il y a de réflecteurs autour et plus on va avoir des températures importantes. On a aussi des artisans qui utilisent le solaire. Donc en Normandie, il y a Néoloco qui est un boulanger en fait, qui fait son pain à l'énergie solaire et qui fait aussi de la torréfaction de graines. Donc lui, voilà, il est exclusivement à l'énergie solaire. Donc son activité dépend uniquement de ça. Donc il a un système de four avec des réflecteurs qu'on appelle la light fire. Et en fait, on voit sur la photo un peu tout ce pan de miroir qui est dirigé en fait vers un four et qui concentre l'énergie à cet endroit-là. Le Présage, qui est un restaurant à Marseille qui utilise aussi un four solaire pour cuisiner. Et on a aussi l'exemple de la brasserie solaire Eli, qui utilise concentrateur et solaire thermique pour produire de la chaleur et produire la bière. C'est des solutions qui sont aussi beaucoup utilisées, ou en tout cas dont la promotion est beaucoup faite dans les pays chauds, notamment en Afrique, où là, voilà, il y a un soleil de plomb tous les jours et voilà, ils peuvent cuisiner avec des concentrateurs solaires très simples parce qu'ils ont vraiment un soleil très fort. Et donc voilà, avec des systèmes de concentrateurs et de fours, ça leur permet d'éviter de devoir aller chercher du bois loin pour cuisiner. C'est meilleur pour leur santé aussi parce que les fumées créent des problèmes de santé. Et puis voilà, c'est beaucoup plus pratique pour eux au quotidien. Et maintenant, je passe la parole à Étienne pour la partie électricité. Ça marche, merci. Alors du coup, on a vu comment faire pour cuisiner ou produire de la chaleur avec l'énergie solaire. Moi, je vais vous présenter une autre application, c'est produire son électricité avec l'énergie solaire, notamment via ce qu'on appelle le photovoltaïque. Donc, qu'est-ce que c'est le photovoltaïque? C'est une technologie qui permet de convertir le rayonnement lumineux en électricité, donc via un phénomène qui s'appelle photoélectrique, qui va créer des électrons dans le panneau d'un côté, et les électrons n'étant pas à leur place, ils veulent absolument retourner à leur place, et pour ça, ils doivent passer dans un circuit électrique. Donc le photovoltaïque, j'ai un peu vulgarisé, mais c'est un peu cette idée-là, c'est un panneau qui va créer du courant électrique qu'on va pouvoir exploiter, donc soit sous forme de courant continu en sortie de panneau, soit avec un courant alternatif si on utilise un onduleur, donc onduleur qui convertit le courant continu en alternatif. Quand on fait une installation sur sa maison photovoltaïque, ça reste quand même une installation un peu dangereuse. On manipule de l'électricité, donc c'est pas un jeu. Faut en général se référer à des experts pour bien installer tout ça et pas se tromper dans le dimensionnement, dans le matériel. Nous, on va vous apporter des informations là-dessus pour déjà première approche, mais n'hésitez pas à regarder les autres webinaires, notamment le deuxième sur les étapes clés d'un projet photovoltaïque, parce qu'on va encore plus approfondir comment faire son installation. Donc une installation photovoltaïque de 15 mètres carrés,
Donc, si on reprend le chiffre que j'avais dit au tout début, c'est 3 kilowatts crête de panneaux photovoltaïques. Et chaque année, ça va produire environ 3000 kWh d'électricité, donc l'équivalent de la consommation d'une famille de 3 personnes d'électricité spécifique, donc hors chauffage, hors eau chaude. Une cellule photovoltaïque, c'est composé de différents matériaux. Il y a tout un circuit, donc le circuit qui part du quartz, donc qui est un matériau très présent dans la couche terrestre, qui va être extrait, donc avec des mines, et traité avec plusieurs procédés industriels. Donc, tous ces procédés vont permettre en fait d'aller améliorer de plus en plus la pureté du silicium qui est présent dans le quartz au départ. L'objectif, c'est d'avoir un silicium très très pur à 99,99999% de silicium qu'on va convertir dans des lingots, donc dans des gros tubes de silicium qui seront ensuite découpés en plaquettes. Et ces plaquettes-là, elles seront dopées avec deux matériaux, du bore et du phosphate, qui vont permettre de créer cet effet de photoélectrique de la plaquette. En fait, en dopant le matériau de chaque côté avec une molécule qui va être riche en protons et l'autre qui va être pauvre, en électrons, pardon, et l'autre qui va être appauvri en électrons, bah, ça va créer un champ électromagnétique dans la cellule. Et en fait, c'est ça qui va créer l'effet photoélectrique du panneau. Derrière, on met des collecteurs, donc on vient passer juste des câbles électriques finalement qui viennent récupérer les électrons de chaque côté, donc du côté inférieur pour récupérer les électrons et les ramener de l'autre côté. Ça s'appelle une cellule. Et ensuite, on assemble des cellules, donc c'est le métier d'assembleur, en panneaux. On les met côte à côte, on relie tous les connecteurs électriques et ça fait un panneau photovoltaïque. Donc le panneau, ça va être une petite couche, hein, la partie silicium cristallin, elle est vraiment très fine par rapport à la surface du panneau parce que la majorité de la masse du panneau du volume, c'est du verre. Ça va y avoir un cadre en aluminium autour, mais sinon, effectivement, 70% de la masse d'un panneau, c'est du verre. Après, le silicium, ça représente que 3% de la masse, donc l'effet photoélectrique, ça représente que 3% de la masse. Après, les contacteurs, on peut avoir des contacts en cuivre ou en argent. Si je vous montre tout ça, c'est aussi pour sensibiliser sur comment est fabriqué un panneau et aussi comment on va réutiliser les matériaux si on arrive à avoir des panneaux en fin de vie. Parce qu'il y a des matériaux qui sont critiques, notamment l'argent, qui est un des conducteurs assez utilisés. Malgré le fait que ça représente très 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 peu de la masse d'un panneau, ça représente entre 9 et 23% de sa valeur. Donc on va vraiment chercher à récupérer l'argent d'un panneau photovoltaïque. Il y a différentes technologies dans le photovoltaïque depuis l'origine. Donc, au départ, on partait avec des panneaux en silicium polycristallin. C'est ce qu'on voit un peu à gauche. Là, c'est des panneaux avec des couleurs un peu bleues, marbrées, que je trouve très personnellement très jolies. Aujourd'hui, ce qu'on trouve sur le marché, c'est principalement du silicium monocristallin. Donc, on perd cette texture marbrée en France. Différentes technologies qui existent maintenant et qui commencent à se développer et qu'on trouve vraiment sur le marché aujourd'hui, par exemple le PERC qui s'est fait remplacer rapidement par le TOPCon, qui s'est fait remplacer par l'hétérojonction. Donc on trouve un peu toutes ces technologies de panneaux photovoltaïques. Ce sont principalement des modifications qui sont faites pour la récupération de l'électricité. Ça améliore un peu les rendements au mètre carré. Il y a des nouvelles technologies qui vont arriver aussi par la suite, qui commencent à beaucoup se développer à base de matériaux organiques avec les perovskites, où il y a aussi des cellules tandem. Donc ça, c'est des technologies qui sont en train d'émerger. Elles ne sont pas accessibles aujourd'hui pour le grand public, mais on commence à avoir des tests. Après, voilà, la question de la durée de vie du panneau, etc., bah, ça va être à regarder. Donc c'est plutôt une veille technologique qu'on assure là-dessus. Ce qu'on trouve principalement sur le marché du photovoltaïque, ça va être différents types de panneaux. Donc je vous ai présenté polycristallin et monocristallin. Et vous voyez, on peut faire des différentes on peut les varier. Il y a des panneaux qui vont être appelés full black, donc on ne voit même plus les structures en aluminium autour. Ils sont tout noirs, donc c'est de l'esthétique. On peut faire des panneaux photovoltaïques rouges. On peut avoir des tuiles photovoltaïques rouges. On peut faire aujourd'hui, on trouve un peu aussi des panneaux qui sont souples, donc qui permettent d'aller sur des toitures où, par exemple, la charpente n'est pas très élevée, ce qui permet donc de réduire la charge, la masse d'un panneau, parce qu'il n'y a pas la partie en verre hyper importante, volumineuse. Ou alors des panneaux bifaciaux. Donc le bifacial, c'est un panneau qui a la capacité de capter le rayonnement des deux côtés du panneau. Et c'est très utile, par exemple, pour tout ce qui va être carport ou ombrière solaire.
Donc vient une question qu'on me pose souvent, et donc moi je vais vous la poser cette fois, c'est quelle est la durée de vie d'un panneau photovoltaïque? Donc est-ce que c'est la réponse A, 12 ans, B, 25 ans ou C, 30 ans? Hop, je vais lancer le sondage. Voilà, il a été lancé. Ouais, je l'ai lancé. Yes, je vois. Je vous laisse 2 secondes pour répondre. Voilà, donc effectivement, hein, bonne réponse dans le public. On est aujourd'hui sur au moins 30 ans, la durée de vie d'un panneau photovoltaïque. À savoir, les panneaux les plus vieux posés en France raccordés au réseau ont quasiment 50 ans maintenant. Alors, ils ont perdu de leur capacité initiale, clairement. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais ils ont perdu au moins 30% de leur capacité initiale en 50 ans. Donc, pour des panneaux qui ont été produits à cette époque-là, c'est quand même assez rassurant sur le fait qu'aujourd'hui, les panneaux d'aujourd'hui vont durer au moins 30 ans, voire 40, voire 50 ans, peut-être même plus. Il y a quelques idées reçues qui existent comme ça sur le photovoltaïque, c'est la durée de vie, donc ça on me la pose souvent. Mais il y en a d'autres. Le recyclage, est-ce que ça consomme plus d'énergie à fabriquer un panneau que ce que le panneau va fournir? Ou est-ce qu'il y a des terres rares dans les panneaux? Par exemple, pour le photovoltaïque, il n'y a pas de terres rares dans les panneaux solaires photovoltaïques. Euh, il en existe, mais ils ne sont absolument pas accessibles pour le grand public. Ce sont des panneaux qui ont des rendements bien plus élevés et qui vont être utilisés notamment pour tout ce qui est aérospatial. Dans les idées reçues, il y a une notion de carbone qui est à avoir en tête aussi. Quel est l'impact carbone d'un panneau photovoltaïque? Il y a plusieurs études qui ont été faites. Déjà, il y a énormément d'améliorations depuis plus de 20 ans, depuis 40 ans même. À l'époque, en 1986, on avait compté que pour produire 1 kWh via de l'électricité photovoltaïque, ça émettait 409 grammes d'équivalent CO2. Donc en fait, ça s'appelle faire l'analyse de cycle de vie d'un panneau photovoltaïque. C'est regarder toutes les émissions liées à l'extraction du quartz, les transformations industrielles, le transport, l'assemblage, la mise en place, etc., jusqu'au recyclage à la fin. Et toutes les émissions de carbone sur la vie en fait d'un panneau, on la reporte à la quantité d'électricité qu'il va produire, ce qui permet d'avoir un ordre de grandeur comparable avec d'autres technologies. Aujourd'hui, donc, il y a différentes études, ça dépend évidemment aussi des fabricants de panneaux solaires, mais compter entre 20 et 25 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure d'électricité produite via le photovoltaïque. Donc c'est intéressant parce que c'est bas, c'est un chiffre assez bas. Pour donner quelques ordres de grandeur autour, le gaz, on est entre 700 et 1000 grammes. Donc, ça permet de décarboner notre réseau électrique. Après, pour la France, on a un réseau qui est déjà très décarboné parce que l'électricité française est aussi en majeure partie produite via la technologie de solaire thermique nucléaire, d'énergie thermique nucléaire, avec un impact carbone très faible aussi parce que ça n'émet pas de gaz à effet de serre lors de la combustion, enfin lors de la chauffe de l'eau. Du coup, le bilan carbone du mix électrique français est déjà assez bas, mais le photovoltaïque finalement participe à la réduction de ce bilan carbone. Les panneaux vont avoir une origine, en toute transparence, principalement chinoise. La majorité des cellules photovoltaïques est fabriquée en Chine, 90% voire 95%. On a quelques usines quand même en France d'assemblage de panneaux solaires qui vont récupérer les cellules et les assembler en panneaux. En Europe aussi, il y en a quelques-uns. Par contre, concernant la production des cellules, donc c'est ce qu'on voit en bas à droite, la majorité des entreprises se retrouvent en Asie. On a 2 projets en France, et c'est 2 projets même européens, d'entreprises pour fabriquer des cellules qui devraient arriver prochainement. Les travaux ont déjà commencé, je crois, à Sarreguemines. Donc des usines pour fabriquer beaucoup de cellules pour réimporter l'industrie photovoltaïque en France et en Europe. Une autre idée reçue fréquente qu'on a sur le solaire, c'est que ça ne marche pas dans le nord. Ma première réponse à ça, c'est il suffit de faire quelques kilomètres et d'aller voir en Belgique s'ils se sont posé la question du fait que ça marchait ou ça ne marchait pas. En Belgique, il y a à peu près 10 fois plus de panneaux par habitant, on va le voir juste après, que dans la région de France. Ça marche dans le nord, oui, ça marche dans le nord. Ça marche évidemment moins bien que sur la côte méditerranéenne. Tout à l'heure, je vous avais montré le graphique des heures d'ensoleillement. On voit qu'il y avait quand même 1000 heures de plus d'ensoleillement dans le sud que dans le nord.
C'est-à-dire qu'en moyenne, sur l'année, on a dans la région 1000 kWh par kilowatt crête de production d'électricité, alors que voilà, sur la côte, on va atteindre les 1400 kWh par kilowatt crête. Mais finalement, on n'est pas si éloigné de la production à Paris, par exemple, ou à Troyes. Donc, oui, ça fonctionnera dans le Nord. Il y a des outils qui vous permettent de chercher un peu la production possible en fonction de votre emplacement. Je pense donc à cette carte-là à gauche, la carte de France, qui est issue de la carte productible de Espul. Espul, qui est une association qui propulse le site photovoltaïque.info, qui est un peu la Bible du solaire. Et PVGIS, qui est un outil européen qui permet de voir le productible possible en fonction de l'inclinaison et l'orientation de vos panneaux photovoltaïques. Donc voilà, je vous disais un peu, effectivement, dans la région de France, on a moins de panneaux qu'en Belgique. On a fait une étude, et on l'a fait tous les ans d'ailleurs, du déploiement du photovoltaïque. Donc là, c'est les données de 2024. Au 31 décembre 2024, on avait 803 mégawatts crête de panneaux qui sont branchés en région de France. On a un objectif fixé par le conseil régional, donc dans ce qu'on appelle le SRADET, une feuille de route énergie, de 2000 mégawatts crête de panneaux en 2030. Donc, la tendance est plutôt bonne. On est impatient de faire l'étude l'année prochaine parce qu'on observe quand même un ralentissement assez important là, pour le résidentiel par rapport au photovoltaïque, malheureusement, avec les réglementations. Mais pour en savoir plus, allez voir le deuxième webinaire, les étapes clés. Mais on reste toujours dans un stade de développement assez bas par rapport à nos voisins. En France, on est à 306 watts crête par habitant. Donc, c'est l'équivalent d'un panneau qui fait la taille du petit bonhomme à gauche. Alors que en Allemagne, il y en a 1200 watts crête par habitant, aux Pays-Bas, 1350. En Angleterre, ils ont aussi une politique qui commence à être vers la solarisation en ce moment, avec toute nouvelle construction qui doit inclure des panneaux photovoltaïques. Bon, voilà, ça c'est juste une infographie. On l'a fait tous les ans, un peu celle-là, pour voir et établir l'évolution du déploiement du solaire dans la région et on compare avec les voisins, c'est toujours intéressant. Allez, une dernière idée reçue qu'on a sur le solaire, c'est que ça ne se recycle pas. Et pareil, c'est une idée qui est connue, mais qui se contre assez facilement. On a un éco-organisme qui s'appelle Soren en France, qui est une filiale finalement d'un éco-organisme européen qui s'appelle PV Cycle, qui est en charge de gérer le recyclage des panneaux. C'est un abus de langage, pour tout vous dire. On ne parle pas de recyclage de panneaux solaires photovoltaïques, parce qu'avec des vieux panneaux, on ne fait pas des nouveaux panneaux. Ce qu'on fait, c'est de la revalorisation du matériau. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à la masse d'un panneau, 67% du verre, ce qui va être critique, c'est les matériaux conducteurs, donc l'argent, le cuivre, qui se récupèrent finalement assez facilement. On a en France maintenant 2 usines qui ont la capacité de délaminer des panneaux et récupérer chaque composant du panneau pour l'envoyer dans sa bonne filière de revalorisation. Et donc, on obtient un taux de recyclage qui est assez élevé. Soren communique dessus assez fréquemment, alors ça change en fonction des années, mais on est de l'ordre de 90%, 95% du taux massique du panneau recyclé. Donc, c'est quand même très intéressant. Et donc, il y a des usines de récupération des panneaux. Soren a des lieux de récupération des panneaux lorsqu'ils seront envoyés en fin de vie. Il y a un sujet qui doit être à creuser et à développer, c'est les panneaux de seconde main, sur lesquels on va peut-être se positionner un jour aussi. Parce que des panneaux en fin de vie, finalement, ça n'existe pas. Hein. C'est juste qu'on trouve des panneaux finalement plus puissants aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et du coup, il y a certaines entreprises qui veulent changer leurs panneaux alors qu'ils marchent encore bien. Voilà, depuis tout à l'heure, je vous parle de panneaux, mais il y a un autre composant dans une installation photovoltaïque qui est très souvent utilisé si on veut utiliser l'électricité des panneaux, c'est les onduleurs. Donc, 3 types d'onduleurs. Le rôle d'un onduleur, c'est de convertir le courant continu en courant alternatif pour pouvoir l'utiliser, parce que toutes nos maisons sont raccordées en courant alternatif. Donc, voilà, 3 technologies. Historiquement, l'onduleur centralisé, qui est un peu plus volumineux que les micro-onduleurs qu'on va poser sur le toit derrière les panneaux. Micro-onduleurs ont une durée de vie un peu plus longue. Voilà. Rapidement, l'onduleur hybride, c'est un moyen pour charger et décharger une batterie en parallèle des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est un gros cerveau qui gère un peu tout ça. On en parle plus dans le webinaire sur les étapes clés. Pareil sur cette information-là. En fait, une fois qu'on a produit de l'électricité avec le panneau et qu'elle est convertie via les onduleurs, qu'est-ce qu'on fait de l'électricité?
Il y a plein d'options. Ça peut être de l'autoconsommation, ce qui est très courant aujourd'hui. Ça peut être de l'autoconsommation collective. Donc, tout ce qu'on ne consomme pas, on l'attribue à des voisins. On peut être en autonomie avec des batteries et raccordé ou non au réseau électrique. Et il y a un modèle aussi qui existe, de moins en moins, qui n'existe plus pour le résidentiel, mais pour les toitures plus grosses, c'est de l'injection de totalité. Tout ça, on en parle dans l'autre webinaire. Maintenant, je vais vous poser une nouvelle question par rapport à votre potentiel solaire. Donc, c'est l'avant-dernière étape de ce webinaire, découvrir votre potentiel solaire. Et la question à venir, c'est à midi en septembre, dans quelle direction se trouve le Soleil? Alors, c'est une question un peu intuitive. Il y a pas mal de personnes qui savent déjà ça. Alors, est-ce qu'elle est posée? Je ne la vois pas encore. Je l'ai publié normalement. Ouais, c'est bon. Donc, on vous attend vos résultats. Bon, effectivement, le Soleil se trouve principalement au sud toute l'année. En réalité, quand on regarde la courbe du Soleil, aux différentes saisons, on voit qu'il est toujours orienté vers le sud. Mais ce qui se passe, c'est qu'en hiver, il va être beaucoup plus bas. Donc, il va s'élever moins haut qu'au printemps, où il repart à la verticale. Donc, il se lève toujours à l'est. À midi, il est au sud et il se couche à l'ouest vers 18 h. Et en été, il se lève le matin à l'est à 5 h, toujours orienté vers le sud, mais bien plus haut, et se couche toujours à l'ouest. Voilà. Donc, c'est une petite image qui permet de comprendre la position du Soleil toute l'année. Ça, c'est pourquoi? C'est pour finalement bien vous conseiller sur où poser des panneaux solaires. Alors, il y a un autre outil pour savoir où est-ce qu'on pose des panneaux solaires, c'est les cadastres solaires. Donc, les cadastres solaires, il y en a plusieurs sur la région, il y a des territoires qui les portent. Voilà, donc on les a répertoriés sur notre site internet. Si vous habitez dans un de ces territoires-là, vous pouvez aller chercher votre potentiel solaire. Et on a un petit exemple avec celui de la métropole européenne de Lille, où voilà, on rentre une adresse. Donc là, on va rentrer l'adresse de là où je me situe actuellement au bureau de l'association. Et on obtient une carte avec souvent un code couleur. Donc plus c'est clair, plus c'est un potentiel solaire intéressant. Et donc effectivement, toutes les toitures orientées vers le sud vont avoir un potentiel solaire beaucoup plus intéressant que celles orientées vers le nord. Voilà. Et en fonction des cadastres, il y a plus ou moins de petites possibilités. Là, par exemple, ici, il parle à la proximité des monuments historiques, ce qui est un critère pour l'urbanisme, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc, pour bien poser des panneaux solaires, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les poser, en général, vers le sud. Des précautions quand même avant de lancer un projet, c'est vérifier la résistance mécanique de la structure, parce que ça peut avoir une surcharge. Donc, pour le photovoltaïque, on est entre 12 et 15 kg par mètre carré. Pour le solaire thermique, on est au moins à 20 kg par mètre carré, parce qu'il y a des passages de liquide. Autre point important, c'est l'état de la couverture. Quand on pose des panneaux, on les pose pour longtemps. Donc, s'il y a une toiture qui a rénové, peut-être prochainement, peut-être qu'il faut attendre la rénovation de toiture et poser ensuite les panneaux. Et un dernier critère, c'est un critère très important, vérifier les ombrages. Qu'est-ce que c'est? Les masques, ça va être tout ce qui est ombre par des bâtiments lointains ou proches des éléments en toiture, par exemple une cheminée. Tout ce qui va faire de l'ombre sur de la toiture, c'est quelque chose qui va impacter la production d'énergie, que ce soit photovoltaïque ou thermique. Même si le photovoltaïque, ça marche quand il n'y a pas un soleil direct, ça marche forcément moins bien. Il y a des inclinaisons qui sont recommandées en fonction des technologies. Donc, le photovoltaïque, par exemple, dans la région, on recommande de mettre les panneaux, là où les panneaux vont produire le plus, c'est orienté vers le sud avec une inclinaison qui va jusqu'à 50-60 degrés. Ça marche aussi bien quand on est orienté vers l'est ou l'ouest avec des inclinaisons plus faibles. Et en plus, ça permet de lisser la production sur la journée. Pour le solaire thermique, en général, on privilégie des inclinaisons supérieures à 50 degrés. Et ça, c'est parce que le solaire thermique, ça marche très bien, ça est très efficace. Et donc, du coup, on va privilégier les apports solaires en intersaison, voire même en hiver, mais pas en été. Donc, une inclinaison importante permet de finalement capter plus de soleil quand le soleil est bas, au printemps ou l'automne, et permet du coup de mieux chauffer l'eau. Donc, voilà pour le potentiel solaire de votre toiture. Sachez que si votre toiture n'est pas dans une condition idéale, ce n'est pas grave. Ça peut quand même être modulé.
Et si c'est une toiture plate, on peut poser des châssis pour orienter les panneaux qui permettent du coup de maximiser aussi la production. Je laisse la parole à Stéphanie pour la conclusion de ce webinaire et les dernières étapes. Dernière partie sur le solaire à l'échelle industrielle. Industrielle ou collective, hein, d'ailleurs. Puisque ici, notamment, on voit des systèmes de production de chaleur. Alors, en fait, le solaire thermique, on a plutôt l'habitude de le voir en maison individuelle. Il y a des tentatives de stockage qui ont été faites en habitat individuel de ce qu'on appelle le stockage intersaisonnier. Stockage intersaisonnier, ça veut dire qu'on va essayer de stocker l'eau chaude à la belle saison pour pouvoir la réutiliser l'hiver. Le problème en habitat individuel, c'est qu'il faudrait un stockage, en fait, il y a trop de contact en fait, entre les parois et l'extérieur ou le sol, ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à avoir un volume suffisant pour avoir suffisamment d'inertie pour pouvoir prolonger le stockage de la chaleur. Donc, en fait, c'est des choses qu'on va plutôt pouvoir envisager à l'échelle collective. Donc, on a, par exemple, sur l'image du bas, l'image du stockage intersaisonnier à Cadojac. Donc, c'est un écoquartier qui a été conçu, où il y a un champ solaire thermique qui a été installé, et puis un énorme réservoir, en fait, qui permet de stocker de l'eau chaude. Et on a ici une pompe à chaleur géothermique, en plus, qui vient compléter la production solaire. Et au-dessus, on a des stockages dans des cuves. Alors, on peut avoir des usages pour l'habitat, mais on peut aussi avoir des usages pour des professionnels. J'ai vu, par exemple, il n'y a pas longtemps, un exemple d'une laiterie qui avait besoin du coup de chaleur une bonne partie de l'année, et enfin toute l'année. Et en fait, avec le solaire thermique, donc ils avaient un grand terrain espace à côté, ils ont mis du solaire thermique sur cet espace, et donc ils arrivent à couvrir, il me semble que c'est 30% de leurs besoins de chaleur sur l'année, ce qui est quand même pas mal pour une usine. Donc en fait, voilà, c'est des solutions qui existent. Il faut bien les optimiser, bien les dimensionner, et avoir en tête que ces solutions de stockage sur des durées plus longues, ça ne peut fonctionner qu'à l'échelle collective. C'est des pratiques qui sont très courantes dans les pays nordiques. Ensuite, on a les systèmes qui permettent de produire de l'électricité. Donc là, on va utiliser le système de concentration du rayonnement solaire pour chauffer un fluide, créer de la vapeur et produire de l'électricité avec cette vapeur. Donc là, on est vraiment sur des installations qui sont énormes. On a un exemple d'une centrale à tour dans les Pyrénées. Donc, centrale à tour, ça veut dire quoi? Une grande tour avec en haut une sorte de four qui va réceptionner les apports solaires, le rayonnement, pour créer une montée en température importante et produire de l'électricité. Donc là, on voit même, voilà, on peut même faire du stockage avec des systèmes de sel fondu. On arrive à stocker jusqu'à 15 heures après le coucher du soleil, qui est quand même pas mal. Et alors moi, je vous invite à aller voir des installations comme le complexe là à Nour, le complexe Nour à Ouarzazate. Vous pouvez le voir vu du ciel en utilisant des outils comme Google Maps, et c'est quand même assez impressionnant. On se rend compte de la dimension de l'installation. On est sur des systèmes qui produisent énormément d'électricité et qui sont situés dans des zones quasi désertiques, quoi. Donc c'est assez impressionnant d'aller voir ça. Et c'est vrai que c'est des solutions qu'on va plutôt trouver voilà, dans des pays comme ça, qui ont des zones plus adaptées, aux États-Unis, en Australie, au Maroc, voilà, mais c'est quand même des installations qui sont assez rares en France, puisqu'on a très peu de grands espaces comme ça qui sont vraiment exploitables et désertiques, en fait. Et ensuite, ici, l'exemple du four solaire d'Odeillo. Le four solaire d'Odeillo, il se situe dans les Pyrénées, donc il est en France. Et c'est un véritable laboratoire, en fait. Hein. On est sur un four qui permet quand même de monter en quelques secondes à 3300 degrés de température. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et donc, c'est voilà, des systèmes de miroirs, une énorme parabole qui concentre tout le rayonnement solaire sur une sorte de bâtiment four qui, lui, en fait, va tout réceptionner et produire de la chaleur. Donc là, ce système-là, il est vraiment… Enfin, voilà, ce
four-là, il est vraiment utilisé comme un laboratoire, en fait. On fait des expériences et voilà. C'est en tout cas, il y a même parfois l'occasion de le visiter. Donc, si vous avez un jour l'occasion, n'hésitez pas. Bah, voilà, merci pour votre attention. On a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et voilà, je ne sais pas si Étienne, tu as des choses à ajouter. Bon, c'est bon. Merci à tous pour votre participation et bonne journée.